Bonjour, c'est Michel Drac. Alors aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, c'est un nouveau type de vidéo que je fais, on va parler de l'actualité. En général, pour suivre l'actualité, ce que je fais, c'est que j'essaye de détecter les tendances intéressantes à suivre. Parce que si on les suit bien, on peut peut-être anticiper justement sur des moments où elles vont rompre, sur des moments où il va se passer quelque chose d'important. Et l'intérêt de suivre l'actualité, c'est ça, c'est de se préparer, d'anticiper. C'est pas pour suivre l'actualité, c'est pas pour en soi un objectif. C'est pour se préparer aux ruptures de tendance à venir. Donc on va travailler comme ça, tendance par tendance. J'en ai isolé, suivant que je décide d'être plus ou moins fin dans mon approche, je dirais ou une grosse trentaine ou une petite soixantaine. On va plutôt être assez macro, donc on va prendre une grosse trentaine de tendances. Je ne vais pas toutes les introduire dans cette première vidéo, il y en a un certain nombre qui arriveront lorsque l'actualité justifiera qu'on parle de cette tendance-là. Là, on va se centrer sur quelques tendances sur lesquelles il y a particulièrement des choses à dire dans l'actualité récente. Alors la première tendance dont je voudrais parler, c'est une tendance que j'ai envie d'appeler « États des Unis d'Amérique ». C'est-à-dire le fait que les États-Unis d'Amérique sont confrontés à des forces centrifuges de plus en plus considérables, à la fois au niveau territorial, avec des États comme le Texas ou la Californie où il y a des mouvements sécessionnistes qui prennent de l'ampleur, à la fois au niveau social, avec une incompréhension de plus en plus nette entre, on va dire, la classe moyenne supérieure des grandes métropoles et l'Amérique profonde, en particulier celle du Heartland, du Middle West, mais aussi États-Unis d'Amérique au niveau des élites américaines elles-mêmes, qui ont de plus en plus de problèmes de coordination interne. Et dans l'actualité récente, il y a plusieurs faits qui indiquent que ces problèmes de coordination deviennent de plus en plus aigus. D'abord, on a les initiatives prises par Donald Trump concernant le protectionnisme. Bon, Trump, jusqu'ici, a surtout manipulé le protectionnisme comme une menace. Il s'est plutôt positionné comme quelqu'un qui menace de mettre en place des systèmes de protection douanière forts pour ensuite négocier en position de force le partage de la valeur, les termes de l'échange au niveau du commerce international. Il s'est beaucoup calmé sur la Chine, sans doute parce qu'il s'est aperçu que oui, c'est vrai, les Chinois ont un excédent commercial bilatéral considérable avec les États-Unis, mais ils ont aussi énormément encore de bons du trésor américains en stock, et s'ils se mettaient à les vendre massivement, ça ferait plutôt mal aux États-Unis, qui tout simplement auraient des problèmes de refinancement. Donc, vis-à-vis des Chinois, il s'est un petit peu calmé. Alors, il se défoule par ailleurs. On a eu, par exemple, récemment, l'expression de sa part d'une volonté de porter à 85% le taux de composants provenant d'Amérique du Nord pour qu'un véhicule bénéficie des tarifs douaniers préférentiels dans le cadre de l'ALENA, c'est-à-dire de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ça n'a pas beaucoup plu à une partie des classes dirigeantes du capitalisme américain. La Chambre de commerce américaine a même accusé l'administration Trump de saboter délibérément les négociations avec, je cite, des propositions empoisonnées. C'est une information qu'on a pu trouver dans le quotidien Les Échos en octobre 2017. Plus récemment, on a eu un projet évoqué en tout cas de remontée très significative des barrières douanières. On a parlé de taux de 20% quand même, ce qui est élevé sur les biens industriels, ce qui, alors là, si ça devait se produire,
validerait en quelque sorte la rupture entre le capitalisme américain et le capitalisme allemand. Car il est très clair qu'avec des droits de douane élevés comme ça, les Américains placent l'Allemagne dans une grande difficulté. Vous savez que l'Allemagne a un énorme excédent commercial, et si un pays commence à remonter ses barrières douanières, un grand pays commence à remonter ses barrières douanières, ce qui va se passer, c'est que les autres pays vont être obligés de faire la même chose, parce que le protectionnisme, c'est contagieux. Sinon, celui qui ne remonte pas ses barrières douanières va se trouver en quelque sorte nécessairement, structurellement, dans un jeu de perdants. Donc ce que Trump est en train de faire, potentiellement, ça flingue le modèle économique allemand. Enfin, en tout cas, ce qu'il dit qu'il envisage de faire. Alors ça, forcément, ça va pas beaucoup plaire à un certain nombre de gens dans le monde. Outre les Allemands, il y a aussi une partie des classes dirigeantes américaines, car aux États-Unis, il y a un capitalisme industriel et immobilier, dont les intérêts sont quand même en grande partie indexés sur la santé de l'économie américaine à proprement parler, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, un capitalisme hyper financiarisé, si vous voulez, dont les intérêts sont essentiellement indexés sur le commerce international et sur les flux de capitaux à l'échelle internationale, beaucoup plus que sur la santé de l'économie industrielle américaine. Et il est clair que ce capitalisme-là ne va pas forcément, enfin les gens qui vivent de ce capitalisme-là ne vont pas forcément avoir en ce moment Donald Trump à la bonne. Et alors ça pourrait bien expliquer une autre information intéressante, à savoir qu'il y a beaucoup de mouvements à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis. Madame Yellen n'a pas été reconduite. D'habitude, les présidents de la Fed qui étaient dans son cas étaient reconduits. Récemment, le numéro 2 de l'institution, M. Stanley Fischer, qui est aussi, je crois, un ancien gouverneur de la Banque d'Israël, mais qui était devenu le numéro 2 de la Réserve fédérale des États-Unis, eh bien, ce monsieur Stanley Fischer a donné sa démission. On peut penser qu'il a donné sa démission parce qu'on l'a un peu poussé à donner sa démission. Le numéro 3 de la Réserve fédérale a également sauté récemment. C'est-à-dire que les 3 principaux cadres de la Réserve fédérale éjectés en quelques semaines. Et on apprend qu'à la place de Madame Yellen, Donald Trump a nommé un monsieur Jérôme Powell, qui vient du Parti républicain, il se passe des choses tout là-haut, très au-dessus de nos têtes. Est-ce que Donald Trump va réussir à mettre la Réserve fédérale sous contrôle? Il suffit pas d'avoir le chairman de la Fed de son côté. La Fed, c'est compliqué. C'est un consortium de banques régionales. Ce qu'elle fait, elle ne peut le faire qu'en lien avec ses primary dealers, c'est-à-dire les grands acteurs des marchés financiers américains, pour dire les choses simplement. Bref, les grandes manœuvres sont bien entamées tout là-haut. Et alors, quel est l'enjeu qui est derrière? Eh bien, c'est que Donald Trump veut lancer une politique économique qui est assez intéressante, originale. Moi, je suis assez sceptique personnellement sur l'efficacité, mais enfin, il faut regarder. En gros, il veut cumuler la logique de Roosevelt, la relance par les grands travaux, la relance par la dépense publique, avec la logique de Reagan, les baisses d'impôts. C'est Reagan plus Roosevelt dans la même tête. Évidemment, ça va coûter beaucoup d'argent et ça va provoquer un déficit public très important. Donc à partir de là, il y a plusieurs possibilités, et une des possibilités, évidemment, c'est que si la Réserve fédérale des États-Unis ne suit pas l'administration Trump, soit parce qu'elle ne le veut pas, ce qui paraît peu probable avec la nomination de Jérôme Powell, soit parce qu'elle ne le peut pas, parce qu'elle n'est pas toute puissante. Il y a un consensus des grands acteurs de Wall Street aussi à prendre en compte. Eh bien, à ce moment-là, on assisterait à une envolée des taux américains,
donc à une remontée très forte du dollar, ce qui irait complètement à l'encontre de l'objectif de relance industrielle de Trump. Donc potentiellement, Wall Street peut saboter en quelque sorte le travail de Trump si les acteurs de Wall Street choisissent de privilégier les intérêts d'un certain capitalisme mondialisé, pas du tout industriel, contre les intérêts du capitalisme industriel américain. C'est, je pense, la première nouvelle intéressante en octobre. Le heurt entre ces deux capitalismes à l'intérieur des classes dirigeantes américaines semble bien enclenché. On va voir ce qui va se passer après. Est-ce que il ne faut pas aussi rapporter l'attitude de Trump sur la question du nucléaire iranien à ces enjeux de gestion interne des élites américaines? Bon, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Trump est aussi dur avec l'Iran. D'abord, il peut y avoir des raisons authentiquement géopolitiques. Après tout, les États-Unis peuvent faire le calcul qu'ils doivent s'appuyer sur une Arabie saoudite, on va dire, désextrémisée, et sur un État d'Israël qui peut être effectivement leur gendarme dans une partie du monde. Mais il peut aussi y avoir des raisons tout à fait différentes. Bon, je vous épargne le grand discours sur Israël menacé d'Holocauste, etc., etc. Bon, ça, je pense que c'est de la propagande. Les Israéliens, eux, ont un vrai problème, bien sûr. C'est pour ça que eux veulent absolument empêcher la montée en puissance de l'Iran. C'est que si les Iraniens sont très forts, les Iraniens auront les moyens de soutenir le Hezbollah. Et le Hezbollah constitue une vraie menace pour Israël parce qu'il a aujourd'hui un nombre de missiles et un arsenal à ce niveau-là qui fait que, effectivement, les Israéliens, pour la première fois depuis très longtemps, peuvent se sentir menacés sur leur territoire. Mais ça vaut pour les Israéliens, ça vaut pas pour les Américains. Je ne crois pas un instant au blabla sur la solidarité éternelle, blablabla, les Américains, blablabla, les Israéliens. Je pense que tous ces gens-là défendent leurs intérêts bien compris, et que si demain, pour une raison quelconque, les intérêts bien compris du capitalisme américain amènent Trump à la conclusion finalement c'est pas si grave que ça si les Israéliens ont des problèmes, ben je pense qu'il les laissera tomber comme des vieilles chaussettes sales s'il en a les moyens, quoi, voilà. Mais une hypothèse possible, ce serait que c'est pas pour des raisons géopolitiques, que c'est pas non plus d'ailleurs pour des raisons commerciales, parce qu'il peut aussi le faire, il faut pas l'oublier, pour essayer d'empêcher les firmes européennes de commercialiser avec l'Iran, parce que les Américains sont très forts pour mettre un pays à l'index, dire aux autres, attention, si vous commerciez avec lui, faites gaffe, on va vous sanctionner. Par contre, eux, en sous-main, ils gênent pas pour le faire. C'est un truc qu'ils savent faire, ça, bon. Mais je sais pas forcément les raisons principales. Je pense qu'une des raisons possibles est peut-être à relier à la question de la réserve fédérale, à la question de Wall Street. Il faut pas oublier que une grande partie de la finance américaine vient du monde juif. Et que ces big Jews de Wall Street peuvent éprouver quand même une certaine forme de solidarité à l'égard des juifs de l'État d'Israël. Peut-être que Trump espère en quelque sorte qu'en étant le meilleur ami de Benjamin Netanyahou, il va trouver en quelque sorte des oreilles plus réceptives à Wall Street quand il s'agira d'obtenir des marchés financiers un certain nombre d'assouplissements nécessaires pour qu'il puisse déployer sa politique de relance industrielle aux États-Unis. Je pense que ça peut jouer un rôle. On dirait que la presse française ne fait pas ces liens, qu'elle ne relie pas clairement la question du nucléaire iranien, la question des accusations d'influence russe dans la campagne Trump, la question de ce qui se passe au niveau du top management de la Federal Reserve, la question du budget, du déficit budgétaire prévisible des États-Unis et de son financement. Mais en fait, c'est un tort de ne pas faire ces liens, parce que c'est un tout.
cette guerre qui est en train de se jouer à l'intérieur des classes dirigeantes américaines, c'est un tout. Et c'est pour ça que je dis que ça constitue une tendance en soi. État des Unis d'Amérique. Et je pense qu'il faut lire pas mal d'événements qui sont en train de se dérouler sous nos yeux en fonction de cette tendance. Le retrait, par exemple, des États-Unis et d'Israël de l'UNESCO peut être lu dans cette tendance. Le choix de Trump, finalement, de faire des cadeaux aux sionistes, parce qu'il sait qu'il y a une influence sioniste à Wall Street. Cadeau d'ailleurs qui déplaise beaucoup au Council on Foreign Relations, qui a vertement critiqué le retrait de Trump de l'UNESCO en disant que finalement la doctrine de Trump c'est la doctrine du retrait et que les États-Unis finiraient par ne plus être dans aucun cénacle international s'ils continuaient comme ça. Ce choix de Trump de soutenir les sionistes parce qu'ils font un contrepoids aux purs mondialistes, je pense qu'il faut l'analyser comme une stratégie dans le cadre global de cette tendance État des Unis d'Amérique. Alors, on a une autre tendance qui est à mon avis assez structurante en ce moment, c'est la tendance que je pourrais appeler eurodivergence / euro-intégration, parce que c'est deux tendances opposées, mais en fait elles se nourrissent l'une de l'autre. En fait, il est en train de se passer quelque chose d'absolument énorme sous nos yeux, et la presse française n'en parle pas, ou peu, ou très discrètement. L'Union européenne, si vous voulez, en tant que projet politique, est en train de défuncter. Elle continue à exister en tant que superstructure technocratique. Elle continue à exister à travers l'Union économique et monétaire, ce qu'on appelle l'euro. Mais en réalité, en tant que projet politique, elle est en coma dépassé. Elle est en coma dépassé parce que tout simplement ce qui se passe, c'est que y a une cassure qui est en train de se produire entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale sur les questions de société, sur la question des migrants, sur un certain nombre de choix en termes géopolitiques aussi. Il est vrai que cette cassure est très compliquée puisque les Polonais rompent avec les Allemands parce que les Polonais trouvent que les Allemands ne sont pas assez anti-russes, alors que les Hongrois rompent avec les Allemands parce qu'ils trouvent que les Allemands ne sont pas assez pro-russes. Mais quand même, ce phénomène de fragmentation Est-Ouest se produit bel et bien à l'intérieur de l'Europe, bien qu'il n'exclut pas des phénomènes de fragmentation Est-Est ou Ouest-Ouest aussi. Bon. Et puis d'autre part, on a une rupture entre le sud et le nord de l'Union européenne pour des raisons économiques, c'est-à-dire que l'Allemagne a un excédent commercial gigantesque, absurde, et pendant ce temps-là, le Portugal, l'Espagne et surtout l'Italie et la Grèce sont en train, passez-moi l'expression, de couler une bielle. Combien de temps les Méditerranéens vont-ils accepter de fonctionner avec une monnaie allemande qui est beaucoup trop forte pour leurs économies, et donc d'une certaine façon de payer par leur stagnation, voire leur récession, l'avantage compétitif qui permet à l'Allemagne de dégager ce gigantesque excédent commercial, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, là aussi, c'est une fracture qui est en train de se produire entre le nord et le sud. Et puis on a une autre fracture, alors celle-là est avérée, elle est observable, c'est le Brexit. La Grande-Bretagne a décidé de foutre le camp. Le Brexit qui ne se passe pas bien du tout. Il y a eu le 14 octobre dans les Échos un petit article un peu discret, très light, dans le style des Échos, disant qu'on pouvait craindre tout simplement un Brexit sans accord. Et qu'au-delà de la communication sur les négociations qui avancent concernant le statut des expatriés, etc., il y a des vrais blocages qui se produisent sur les questions, j'ai envie de dire, sérieuses, c'est-à-dire les questions financières.
il y a aussi peut-être une autre raison, alors ça n'est pas mentionné dans l'article des Échos, plus géopolitique si vous voulez. Il y a eu le 4 novembre un article dans The Economist sur l'impact du Brexit sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors en gros, qu'est-ce que disait donc The Economist, The Economist est à la City of London ce que la Pravda était au Kremlin, si vous voulez. Voilà, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans The Economist? On apprend que finalement, ce qui est en train de se passer avec le Brexit, c'est que les équilibres changent à l'intérieur de l'Union européenne. La balance du pouvoir à l'intérieur de l'Europe se déplace vers la France. Parce que les membres libre-échangistes de l'Union européenne, ce qui inclut l'Allemagne, ont perdu un avocat de poids. Et donc les propositions plus protectionnistes potentiellement de Paris sont moins contrebattues. Les Allemands sont un peu tout seuls maintenant en face. The Economist rappelle également que l'Irlande et le Luxembourg redoutent une attaque franco-allemande contre leur dumping fiscal. Ils n'ont plus la Grande-Bretagne et la City of London avec eux. Les Pays-Baltes redoutent la fin des sanctions contre la Russie, que Londres soutenait. Alors certes, Merkel soutenait les sanctions, question depuis longtemps, mais elle les soutenait aussi parce qu'elle était soutenue par l'arrière, par Londres. Comme maintenant il n'y a plus Londres derrière, c'est un peu plus compliqué. Le consensus des élites, des classes dirigeantes allemandes, est beaucoup moins pro-sanctions et anti-Russie que ne pourrait le laisser penser la position de Merkel. Et une Merkel qui est un peu toute seule, sans le soutien de Londres, et qui doit faire face d'abord à l'inefficacité totale de ces sanctions. Bon, c'est déjà une première chose, tout simplement, ça ne marche pas. Ça coûte beaucoup plus cher aux Européens qu'aux Russes. Et qui, en plus, n'ayant plus aménagé la Grande-Bretagne, peut se dire, au fond, finalement, cette histoire de sanctions, ça sert surtout à nous empêcher de développer nos liens avec la Russie, elle peut être tentée, ma foi, de changer un peu de position, et ça ne plaît pas aux Polonais. Les Polonais qui, note de contexte, ont récemment annoncé que, bon, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais en gros qu'ils se retiraient de l'Eurocorps, parce que, à la suite d'un sommet de l'OTAN, il a été décidé de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Et donc on voit bien ce qui est en train de se passer, on voit bien qu'il y a aussi, peut-être s'il n'y a pas d'accord, c'est parce que les Britanniques se disent, bon, c'est vrai, l'incertitude autour des conditions du Brexit nous coûte très cher, mais on ne va pas brader les choses non plus, parce que, avec un peu de chance, et à condition peut-être qu'on aille un peu foutre la merde à gauche à droite au passage, ou comme ça, l'air de rien, l'air de pas y toucher, le truc va peut-être exploser sous nos yeux, et à un moment, le Brexit, il se fera à nos conditions, parce qu'il n'y aura plus personne en face pour négocier. Ça peut aussi être une possibilité. Alors voilà, ça c'est la tendance euro-divergence, si vous voulez, qui est en train de se dérouler, de prendre du poids sous nos yeux, de croître. Bon. Et alors, en réponse à cette tendance à l'euro-divergence, il y a une autre tendance qui apparaît, et qui se renforce de la tendance à l'euro-divergence, c'est la tendance à l'euro-intégration. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les classes dirigeantes, surtout françaises et allemandes, réalisent que l'Union européenne pourrait bien exploser complètement, parce qu'encore une fois, en tant que projet politique, elle est morte en fait, eh bien, ils essayent d'accentuer l'intégration entre leurs pays pour rendre en quelque sorte la démarche européenne irréversible. D'où les projets de mariage entre Alstom et Siemens. Bon, alors un mariage Alstom-Siemens, moi ça me fait un peu rigoler, parce que ça fait un peu le mariage, si vous voulez, du lapin et du python, en gros, hein, ou de la gazelle et du tigre. Bon, il y en a quand même un petit peu un qui va bouffer l'autre, mais bon, on parle de mariage. Ou, symétriquement d'ailleurs, le mariage BNP Commerzbank.
Bon, la Commerzbank n'est pas d'ailleurs une très bonne affaire financièrement, mais il est vrai qu'elle, derrière elle, il y a l'accès au marché allemand et en particulier à la clientèle du Mittelstand. Donc bon, et on voit très bien la marche en cours vers. On va essayer d'intégrer la France et l'Allemagne le plus vite possible, le plus complètement, pour que la démarche européenne n'ait pas de retour. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la conjonction de ces deux tendances, eurodivergence et euro-intégration, est en train de nous fabriquer quelque chose qui pourrait être avéré dans quelques années, à savoir un noyau dur de l'Europe franco-allemand, avec probablement agrégé autour, bon, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, sans doute l'Autriche aussi, qui pourrait rester en quelque sorte très intégré, parce que devenir au fond un pays, parce que c'est vrai que si vous enlevez l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est, la notion de fédéralisme budgétaire devient pensable. On peut imaginer une république fédérale d'Europe, mais limitée à ce noyau dur carolingien. Et puis autour, une périphérie qui explose et qui soit sort de l'Union, soit devient membre d'une Union européenne à la carte et très floue, laissant ses membres partir un peu dans tous les sens. C'est un schéma envisageable pour l'avenir. Il y en a d'autres, mais c'en est un, et pour l'instant, quand on voit ce qu'on voit, quand on voit ce qu'on lit dans The Economist et quand on voit ce qu'on lit dans les Échos, on se dit qu'en tout cas, il semblerait qu'on va vers ce genre de choses. Donc c'est l'autre tendance majeure de l'actualité récente, eurodivergence / euro-intégration. Il y a une tendance permanente, qui sera là, je pense, pratiquement sur toutes les vidéos d'actualité, c'est la tendance flux migratoire. Parce que du migrant, vous allez en manger, les gars, hein. Quand on regarde la pyramide démographique des pays d'Afrique subsaharienne ou du sous-continent indien, au moins ça c'est une chose certaine, vous n'avez pas fini de voir arriver du migrant. Alors je ferai juste une petite court passage pour signaler un article, un seul, mais il est beau, c'est un bel article, c'est un article qui est paru dans Challenge, le 5 novembre 2017, sur le site challenge.fr. Magnifique. Alors, ça nous parle d'une entreprise alimentaire Cité Marine, basée à Carvignac, si j'ai bien compris, qui proposait des emplois en usine. Les emplois n'étaient pas pourvus. Donc, cette entreprise s'est tournée vers les pouvoirs publics pour mettre en place un programme de formation à destination des migrants. Et alors pourquoi a-t-on besoin des migrants? Eh bien voilà, nous explique challenge.fr, c'est parce que les employeurs, voyez-vous, se plaignent que la jeune génération ait un rapport différent au travail, et elle vit les horaires décalés comme une contrainte, comprenez? C'est écrit comme ça, elle vit les horaires décalés comme une contrainte. D'où les migrants qui eux, n'ayant pas le choix, vont dire oui, je veux bien les horaires décalés, je veux bien, voilà, etc. Donc c'est magnifique, je vais mettre le lien en incrustation sous la vidéo, parce que c'est beau, quoi. Je veux dire, merci à challenge.fr, flux migratoire, la tendancielle. Autre tendance qui risque d'être très tendancielle dans les années qui viennent, ce que j'ai envie d'appeler guerre hors limite. Guerre hors limite, c'est-à-dire la guerre qui ramifie à travers la paix, ni paix ni guerre. C'est la guerre, mais en même temps, on est encore en paix. Enfin, non, en fait, on est en guerre, mais c'est comme si on était en paix. Enfin, non, en fait, on est encore en paix, mais c'est comme si on était en guerre. Guerre hors limite. Et au niveau de cette tendance-là, la principale actualité récente concerne la Turquie. Il se passe beaucoup de choses en ce moment en Turquie et autour de la Turquie. On a eu une interview dans Le Monde du 24 octobre d'un monsieur Huub Schäfer, qui est l'ex-secrétaire général de l'OTAN,
et qui officialise, je cite, le fait que la Turquie pose un problème à l'OTAN. Les Turcs ont récemment décidé d'acheter un système de défense contre avion S-400 à la Russie. Alors il est bien évident, si vous voulez, que comme le principal ennemi de l'OTAN, c'est la Russie, que les Turcs sont dans l'OTAN. Si les Turcs vont chercher leur défense contre avion en Russie, ça pose le problème de savoir si la Turquie est vraiment encore dans l'OTAN. Parce que bien évidemment, vous pensez bien que les Russes, ils vendent du S-400 à la Turquie, ils vont pas leur vendre avec les moyens de rendre ces S-400 efficaces contre une armée russe qui elle-même a probablement les codes électroniques pour désactiver la menace S-400. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que si les Russes décident d'utiliser le S-400 comme système de protection anti-aérien, en gros, ça veut dire qu'ils n'achètent pas ce matériel pour interdire leur espace aérien aux avions russes, mais pour l'interdire aux avions des autres puissances, qui n'ont pas les moyens de neutraliser du S-400. Et qui sont ces autres puissances dans la région qui pourraient menacer la Turquie? Bon, il y a Israël, d'accord. Et encore, pourquoi les Israéliens iraient-ils nécessairement bombarder la Turquie? On ne sait jamais. Il y a l'Iran. Bon, d'accord. Mais a priori, en ce moment, à cause du problème kurde avec le référendum au Kurdistan, les Iraniens et les Turcs ont plutôt des intérêts convergents. Donc en fait, concrètement, la seule explication à l'acquisition des S-400, c'est tout simplement que les Turcs veulent se protéger contre des raids américains. C'est-à-dire qu'on a un pays dans l'OTAN qui a l'air de considérer que maintenant la plus grande menace pesant pour lui vient de l'OTAN. Ce qui est assez logique, puisqu'il y a eu le putsch, la tentative de putsch en Turquie l'an dernier. On sait que Erdogan considère que ce sont les États-Unis qui étaient derrière le truc. Alors ça commence à devenir assez intéressant. Je ne sais pas comment ça se passe au Conseil de l'Atlantique Nord, mais c'est une drôle d'alliance, si vous voulez. Ça expliquerait en tout cas un certain nombre de bizarreries que j'ai observées dans la presse ces dernières semaines. De temps en temps, je lis la presse allemande pour essayer de soigner mon allemand qui est bien rouillé, le pauvre, il en a bien besoin. Et je lis souvent la Frankfurter Allgemeine Zeitung parce que bon, c'est bien fait en général. C'est de bonne qualité, c'est une presse de propagande, mais c'est de la bonne propagande en général. Et dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, j'ai trouvé un article hagiographique, je dirais, en faveur de Madame Meral Aksener, qui a relancé un parti politique, on va dire, dans la lignée d'Atatürk, un parti néo-kémaliste, on peut dire. Alors c'était un chef-d'œuvre, tout y était, et en particulier Madame Aksener devenait une égérie en lutte contre le caractère patriarcal de l'actuel pouvoir turc de M. Erdogan, etc., etc. L'article précisait aussi que Berlin, qui avait des troupes installées sur la base de l'OTAN à Incirlik, en Turquie, a évacué ses troupes, et que l'OTAN, que les USA maintenant commencent à envisager même l'abandon de cette base. Alors il faut quand même savoir que Madame Meral Aksener, par ailleurs, est classée par certaines personnes comme quelqu'un qui appartient à l'extrême droite turque. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Visiblement, quand tu es d'extrême droite, mais que tu embêtes un mec qui embête l'OTAN, finalement, ça passe. Et donc on a la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui, nous offrait un truc assez, enfin je veux dire vraiment une hagiographie, quoi.
de la dame de fer turque. Ouais, ça se confirme que vraiment les relations à l'intérieur de l'OTAN deviennent très très tendues. Tendance guerre hors limite. Eh bien, la grande nouvelle récente, c'est que l'OTAN est apparemment en train de perdre la Turquie. Et comme la Turquie, c'est quand même une des 10 principales puissances militaires du monde, disons certainement une des 15 premières, probablement une des 10 premières, ça se discute, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est un gros morceau. Effectivement, la dislocation pure et simple de l'organisation de l'Atlantique Nord commence à devenir envisageable. Surtout si on combine ça avec ce que je vous disais avant concernant l'article que j'avais repéré dans The Economist sur les conséquences du Brexit et les changements de rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, une autre tendance qui a été assez importante ces dernières semaines, c'est la prolifération étatique. Il y a de plus en plus d'États sur la planète, ils sont de plus en plus petits. Et on a un cas de prolifération étatique qui s'est produit là récemment, qui a failli se produire avec la Catalogne. Il y en a d'autres d'ailleurs évidemment en Europe, donc je ne vais pas y revenir, ça la presse en a longuement parlé. Je voudrais simplement profiter de l'affaire catalane pour signaler une problématique intéressante sur les aspects économiques. Pourquoi l'indépendance de la Catalogne ne va pas se faire, en tout cas pas dans l'immédiat? Je pense que la raison principale est économique. D'abord, les Catalans se sont aperçus que s'ils prenaient leur indépendance, ça allait leur coûter très cher. Il y aurait une vague de départ massive des sièges sociaux d'entreprises. Dans les semaines qui viennent de s'écouler, d'après ce que j'ai lu dans un article du Figaro, du 31 octobre, 1700 entreprises ont déménagé leur siège social qui a quitté la Catalogne. Pourquoi ? D'abord pour fuir l'incertitude liée à l'instabilité politique, évidemment. L'incertitude, c'est ce qui coûte le plus cher, toujours. Et puis d'autre part, parce que ces entreprises ont eu peur de tomber, si la Catalogne sortait de l'Espagne et de l'Union européenne par contre-coup, dans un vide juridique. Je pense que dans la perspective d'un Frexit, qui est un thème dont on parlera sans doute dans les mois qui viennent, il y a des leçons à en tirer. Il faut bien voir que les entreprises qui ont quitté la Catalogne l'ont fait aussi parce que lorsque elles ont appris que si la Catalogne faisait sécession, elle ne serait pas automatiquement membre de l'Union européenne, ce que ça voulait dire pour ces entreprises, c'est qu'elles n'étaient pas sûres de bénéficier de la protection juridique liée à une appartenance à l'Union européenne. Vous avez des agences qui doivent certifier les productions au niveau européen. Qu'est-ce qui se passe quand le pays où se trouve votre siège social quitte l'Union européenne? Une autre raison pour laquelle la Catalogne ne peut pas sortir, à mon avis, alors ça je ne l'ai pratiquement pas lu dans la presse française, parce que manifestement c'est un tabou, on n'a pas le droit de le dire. C'est tout simplement que si la Catalogne quittait l'Espagne, il s'agirait de savoir ce que devient la dette publique espagnole. Sans la Catalogne, l'Espagne, qui n'a déjà pas facilement les moyens de supporter sa dette, aurait encore moins les moyens. Et le gouvernement espagnol aurait une excuse parfaite pour faire défaut. Un défaut à l'intérieur de la zone euro, on peut considérer que ça impliquerait probablement, à plus ou moins brève échéance, à minima une remise en cause de l'union économique et monétaire et peut-être son explosion dans le désordre le plus complet. Une catastrophe.
c'est aussi pour ces raisons-là que la Catalogne ne peut pas faire sécession. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que je ferai dans pas longtemps une note de lecture sur un livre très intéressant de Pierre Hillard, un livre qui s'appelle « L'Atlas du mondialisme ». Alors, on connaît la thèse, en partie juste d'ailleurs, de Pierre Hillard, sur l'Union européenne qui instrumentalise les régionalismes, etc. Mais il faut bien comprendre que l'Union européenne instrumentalise les régionalismes dans l'optique d'affaiblir progressivement les États-nations, mais pas de les faire exploser du jour au lendemain, parce que pour l'instant, en réalité, l'Union européenne repose sur les États-nations. Dans longtemps, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être qu'on aura réussi à faire sortir en quelque sorte la substance économique, la substance les structures de pouvoir des États-nations pour les faire remonter à l'échelon européen, et à ce moment-là, on pourra disloquer les États-nations et avoir une Europe au sans drapeau, n'est-ce pas? Mais dans l'immédiat, si les États-nations explosent, l'Union européenne explose avec. Parce qu'elle repose sur eux. Et c'est ce jeu un peu compliqué qui fait que la prolifération étatique est à la fois un allié de l'Union européenne, mais en même temps un problème pour l'Union européenne qu'il va falloir bien intégrer dans les années qui viennent. Et en tout cas, le suivi de l'actualité catalane montre bien qu'à un certain moment, la question clé sur ce qui est possible ou pas politiquement dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est les pépettes, c'est les sous. Alors, une autre tendance malheureusement qui risque d'être très fréquente, de revenir très fréquemment dans ces vidéos d'actualité, c'est une tendance que j'ai envie d'appeler régression sociale. En fait, dans les mois et les années qui viennent en France, inévitablement, il va y avoir une régression sociale. C'est absolument inéluctable quand on regarde les fondamentaux économiques, si vous voulez. Tout simplement, on ne peut pas avoir un pays qui est inscrit dans un système qui s'appelle l'Union économique et monétaire, qui s'appelle l'Union européenne, qui s'appelle la mondialisation, et qui est non compétitif structurellement. Ça ne peut pas durer, donc il va falloir rétablir la compétitivité. Comment rétablir la compétitivité quand on ne peut pas dévaluer la monnaie? Comment rétablir la compétitivité quand on n'a pas fait les bons investissements dans une infrastructure éducative digne de ce nom? Parce que tous les résultats de tests internationaux qu'on a aujourd'hui montrent qu'il y a un effondrement du niveau scolaire en France. Comment rétablir la compétitivité quand on a une population qui est vieillissante et qui est donc forcément moins productive? Il y a une seule solution, la régression sociale. Donc ça va arriver, et ça risque d'être assez violent. Bon. Alors, ça ne se voit pas trop pour l'instant pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes en ce moment, au niveau de la conjoncture globale, plutôt dans un contexte porteur. Il y a un plan de relance un grand plan de relance et d'infrastructure qui a été lancé en Chine. L'Inde tire maintenant la croissance mondiale fortement. Aux États-Unis, les mesures protectionnistes de Trump ne sont pas encore entrées vraiment en application, pas du tout, en fait à ce stade quasiment. Et le plan de Trump a quand même déjà provoqué par un effet horizon, un effet d'anticipation, une légère forme d'optimisme chez certains acteurs économiques, disons, on va dire. Bref, le climat général est positif, que ça aide, et ça fait que on se rend pas trop compte de ce qui est en train de se préparer. Mais on va avoir un retournement conjoncturel certainement dans le courant du quinquennat Macron. On ne peut pas dire exactement quand, mais quand on regarde la chronologie historique des retournements conjoncturels depuis 50 ans, on aura sûrement le prochain avant 2022. Et c'est là que ça va faire mal. La deuxième raison pour laquelle on ne sent pas grand-chose à ce stade, c'est que Macron et compagnie, ce sont des gens prudents, intelligents et bien organisés.
En fait, en France aujourd'hui, c'est pas les ministres qui gouvernent, c'est pas le Parlement qui gouverne. Hein. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux et ça existe en gros pour qu'on dise que ça existe et que donc personne n'ait l'idée de le faire par ailleurs. La réalité du gouvernement de la France aujourd'hui, c'est 10 ou 15 inspecteurs des finances ou équivalents placés aux endroits stratégiques et qui dirigent sous la direction officiellement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, en réalité beaucoup d'Alexis Kohler, je crois le secrétaire général de l'Élysée. Enfin, je veux dire, c'est le triomphe de l'énarchie, c'est ce que nous vivons actuellement. Les technocrates ont pris les commandes du pays parce que les politiques ne savent plus comment faire, en fait. On n'a pas officiellement un gouvernement technique comme l'Italie en a eu un il y a quelques années, mais ça revient au même. Et ces gens-là sont méthodiques, ils sont organisés, ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont aussi des qualités, et ils savent très bien s'organiser. Donc ils préparent le terrain. Ils préparent le terrain pour la régression sociale, et l'actualité de ces dernières semaines, c'est qu'on voit ce travail de préparation. Ils peuvent le conduire tranquillement parce que aussi les syndicats ne sont pas trop en état de réagir. Bon, il y a eu une journée unitaire de protestation contre le gel du point d'indice il y a quelques semaines au niveau de la fonction publique, mais ça a été une unité très temporaire. L'état général des syndicats français favorise le travail aussi de Macron. J'ai relevé dans le Canard enchaîné du 1er novembre 2017 un article absolument drôlatique sur la situation d'un salarié victime d'un employeur au comportement tout à fait contestable, un chef de service de sécurité qui est vraiment, si j'en crois l'article du Canard, a de bonnes raisons de se plaindre de son employeur. Vous savez qui est l'employeur en question? Eh bien, c'est la CGT. Bon. Donc ça donne une idée simplement de l'état concret des organisations syndicales, si vous voulez, qui tout simplement sont de façon assez drôle, rattrapés de l'intérieur par la société, par les dérives de la société, dérives qu'elles essayent de combattre à l'extérieur. Et les pauvres, ils sont tout simplement pas en ligne de bataille pour faire face au travail subtil de préparation, de sape que sont en train d'enclencher les technocrates autour de Macron. J'ai relevé un autre article du Canard, d'ailleurs dans le même numéro du 1er novembre, où le Canard enchaîné nous parlait des petites stratégies pour éviter un mouvement social dans la période qui vient. Et donc on caresse la CFDT dans le sens du poil. Alors pour ça, on a promis de mettre des représentants du personnel dans les entreprises de plus de 500 salariés contre plus de 1000 actuellement. C'était une revendication de la CGT. D'où aussi la relance du chantier de la participation, qu'on rebaptise co-administration ou co-gouvernance, sans doute pour faire penser à Mitbestimmung, comme en Allemagne. Il se trouve que la CFDT est pour. D'où aussi des mesures sur l'éducation qui correspondent à des arbitrages budgétaires plutôt en faveur du supérieur, parce qu'on a une trouille, c'est que les étudiants descendent dans la rue. Et tant pis si on retarde un peu la remontée des budgets de la défense. Voilà. Donc il y a tout ce travail qui est fait pour préparer le terrain, pour déminer. Dans le même numéro du Canard enchaîné, toujours, vous allez me dire que je lis beaucoup le Canard, mais c'est que le Canard est très révélateur quand il s'agit de ce genre de questions. Le Canard enchaîné apporte pas mal d'informations. On trouve une petite entrefilée amusant. Il paraît que Macron pense que l'image de président des riches ne lui collera pas à la peau, à la différence de Sarkozy, car lui, dit-il, à la différence de Sarkozy, on ne peut pas le photographier avec des riches. Vous voyez ? Le mec est malin, hein, je veux dire, il va pas faire les grosses erreurs qu'avait commis Sarko, il le fait subtilement, le travail qu'il a à faire. Alors c'est quoi le travail qu'il a à faire? Bon, on en a déjà une idée avec les ordonnances. Moi personnellement j'ai 49 ans, donc je vois bien où on veut en venir avec la réforme des procédures de licenciement. On va pouvoir injecter des seniors qui coûtent trop cher parce qu'ils ont de l'ancienneté, pour prendre à la place des jeunes surdiplômés qu'on mettra sur des CDI de projet.
Ok, on voit bien comment ça se passe. Mais il y a des sales coups qui se préparent plus longtemps à l'avance. Ça, c'est juste le petit sale coup qui vient de se faire. Mais il y en a d'autres qui se préparent longtemps à l'avance. Le Figaro a sorti récemment 2 articles assez intéressants, un le 31 octobre et un autre le 8 novembre, concernant l'évolution en préparation des régimes de retraite. Alors l'article du 31 octobre nous dit que il y a une relance du projet de répertoire unique des retraites. Donc l'objectif, c'est de centraliser toutes les données de tous les régimes de retraite pour avoir une vision exhaustive de la carrière de chaque Français. Donc en cible, ça rendrait techniquement possible le principe d'un régime de retraite unique, dont on sait qu'il est voulu par Macron. Et l'article du 8 novembre nous annonce que les pensions complémentaires du privé pourraient baisser pour renflouer les systèmes de retraite. Dès 2019, le nouveau régime de retraite complémentaire, obtenu par la fusion de l'AGIRC, qui était pour les cadres, et l'ARCO, qui était pour les autres salariés, a été acté en 2015, et il est doté d'un système de pilotage quasi automatique qui donnera la possibilité de moduler le niveau des pensions en fonction des déficits financiers via ce qu'on appelle la valeur de service du point. En gros, c'est l'étalon qui sert à calculer les retraites complémentaires, qui représentent pour les cadres quand même à peu près 54% de leur pension. Donc ça veut dire qu'on n'augmentera pas les cotisations, donc on ne dégradera pas le coût du travail, donc on ne dégradera pas la compétitivité, hein, mais par contre on va raboter tout simplement les retraites. Autre petite information assez comique, donc récemment il y a eu un rapport de France Stratégie assez intéressant, où France Stratégie posait le problème des comptes publics et du service de la dette et comment on allait payer tout ça, ce qui est une vraie question. Alors la proposition de France Stratégie était géniale. On allait décider que l'État est copropriétaire de tous les bâtiments, comme ça il touchera une redevance comme copropriétaire. En gros, on va taxer l'immobilier à mort, concrètement. Alors les Échos du 14 octobre nous annoncent que Matignon reprend en main France Stratégie suite à la publication de ce rapport. Donc ça peut vouloir dire soit que c'est n'importe quoi tout ça, soit que non, c'est pas du tout n'importe quoi, mais que Matignon a été furieux que France Stratégie vende la mèche. Moi je pense que nécessité fera loi, et que de toute façon, si vous voulez, à un moment, il faudra taxer à mort la classe moyenne supérieure, exactement comme on est en train de se préparer à raboter les retraités. Alors en un sens, vous me direz, c'est comique, parce que ce sont aussi les catégories qui ont beaucoup élu Macron. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de cocus du macronisme, mais alors en plus des cocus sales, quoi. Des cocus qui vont, passez-moi l'expression, avoir mal là où je pense. Ah, ça peut faire rire. Bon, mais en même temps, on va tous payer, quoi. Moi, j'ai pas voté Macron et je vais payer aussi, hein, comme tout le monde. Voilà, on apprend aussi par les Échos d'ailleurs du même jour que le gouvernement pense à la suppression des allocations familiales pour les familles les plus aisées. À partir de 2019, ils vont beaucoup taper sur la classe moyenne sup. Évidemment, il y a plus grand chose à prendre aux autres. Donc du coup, ça va être très drôle. Au fur et à mesure que le quinquennat Macron va avancer, les catégories qui soutenaient Macron vont être celles qu'il va le plus cibler. Ce qui va finir par poser un problème en termes de stabilité politique. On y reviendra. On a un autre exemple aussi. Le gouvernement pense à une réforme de l'apprentissage qui pourrait faire perdre 10 à 20% de leurs ressources aux écoles de commerce et d'ingénieurs, d'où une hausse des frais de scolarité. En fait, c'est une taxe cachée sur la classe moyenne, hein, les frais de scolarité dans ces écoles. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples parmi d'autres des grandes manœuvres qui sont en cours pour préparer la régression sociale qui vient. Alors je voudrais terminer presque terminer ce petit tour d'horizon de l'actualité octobre-novembre, début novembre 2017,
par une petite mention à une tendance qu'on va voir revenir de temps en temps, qui est la tendance stratégie de l'attention. Parce que il s'est passé un certain nombre de choses ces dernières semaines qui donnent matière à réflexion dans ce domaine. Bon, aux États-Unis, on a eu l'affaire d'un monsieur Stephen Craig Paddock qui a ouvert le feu sur un concert de country music à Las Vegas. On a eu encore récemment une autre fusillade dans une église. Alors je ne peux pas savoir à quoi ça correspond. Je voudrais simplement faire une remarque. Une fois de plus, c'est bizarre. C'est bizarre. Je dis pas que c'est forcément bidonné ces trucs-là, je sais pas. Mais c'est bizarre. En janvier 2015, on a eu des types, quand même, les Kouachi, paraît-il, qui ont commis un attentat en mettant des cagoules pour qu'on les reconnaisse pas, puis après ils ont laissé une carte d'identité dans leur véhicule. C'est très cohérent. Bon, mais enfin, c'est pas grave. C'est juste bizarre. Là, avec Paddock, c'est un peu la même chose. Le type, apparemment, s'était organisé pour pouvoir soutenir un siège. Il avait loué plusieurs chambres, il avait mis des caméras de surveillance pour pouvoir couvrir ses arrières, pour vérifier que personne venait le déloger. Et à un moment, quand il a fini de tirer, en gros, au lieu de soutenir le siège pour lequel il s'est préparé, visiblement, il retourne l'arme contre lui et il se tire une balle. Alors moi je veux bien, il y a peut-être une explication, une des explications possibles évidemment qu'on va me dire c'est écoute, faut pas chercher de rationalité chez un mec qui est capable de faire ça. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais c'est bizarre, voilà, c'est toujours bizarre. C'est juste une première observation que je voudrais faire au passage à propos de cette actualité. C'est comme toujours dans ces cas-là, c'est curieux, c'est bizarre. Et deuxième truc que je voudrais signaler dans l'actualité, c'est l'affaire de monsieur Logan Nizin, complété par l'affaire du mystérieux commando anti-islamisation à coups de marteau à Dijon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous avez du côté de Marseille un type qui se faisait appeler Logan Nizin, qui avec une bande de copains parlait beaucoup sur Facebook, voulait vaguement, plus ou moins, commettre des attentats, enfin c'est pas très clair, probablement il aurait rien fait du tout même si on l'avait pas arrêté. C'est le genre de type, ça, si vous voulez, qui en peuvent plus, pour d'ailleurs souvent des bonnes raisons, c'est vrai, il y a de bonnes raisons pour que les jeunes Français n'en puissent plus, et qui a trop parlé, et qui s'est soulagé en parlant, en disant je vais faire, finalement pour pas vraiment faire. Bon, il s'est fait intercepter, il a eu beaucoup de chance, parce que les flics ont juste fait leur boulot. Naturellement, les politicards se sont saisis de l'affaire pour nous faire un grand numéro, avec Mélenchon dans le rôle d'héroïque résistant au fascisme. Bon, tout ça n'est pas très sérieux entre nous, à mon avis. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été sérieusement en danger. Mais bon, ok, c'est la règle du jeu, c'est ça la politique, c'est du cirque. En tout cas, coup de chance pour monsieur Logan Nizin et ses copains, ils sont tombés sur des flics qui étaient juste là pour faire leur boulot. Ils auraient très bien pu tomber dans un autre contexte sur des gens qui auraient décidé d'utiliser leurs propos pour commettre un vrai attentat, et puis ensuite pour leur coller sur le dos. Parce qu'un mec comme Logan Nizin, il se balade avec un t-shirt, collez-moi votre false flag dans le dos. Hein. Je veux dire... Voilà, alors, moi j'avais pris position il y a quelques mois contre la généralisation d'un certain discours, on va dire, très énervé sur la question migratoire, en précisant que je comprends très bien les gens qui tiennent ce discours, mais en disant attention, c'est dangereux. Ben, voyez ce qui arrive à monsieur Logan Nizin et à sa fine équipe. Bon. Le travail des gens qui ont un peu de bouteille, qui ont un peu vécu, qui ayant pris quelques risques ont fait certains constats, c'est de prévenir les jeunes, de leur dire ok, la lutte politique, vous avez raison, vous préparez éventuellement à vous défendre un jour dans un contexte difficile, vous avez raison, parce que ça peut vraiment devenir dangereux. Mais non-violence, zen attitude, du recul, du calme,
si l'histoire doit nous passer les plats pour faire quelque chose d'intéressant, elle nous les passera. Et on n'aura pas besoin d'avoir foutu la merde avant. Et on n'aura pas besoin d'avoir tapé sur des gens avant. Et si elle doit jamais nous les passer, eh ben elle nous les passera jamais et on n'y peut rien. Et ça ne fera pas accélérer le service au restaurant de l'histoire d'aller taper sur les gens à coups de marteau. On a fini ce tour d'actualité, alors on n'a pas parlé de tout, bien entendu, parce que s'il fallait parler de toute l'actualité sur plusieurs semaines, il faudrait des dizaines d'heures forcément. Mais enfin, on a vu les grands thèmes, les grandes tendances, et ce que je propose de faire, c'est un peu la même chose tous les mois. Prendre quelques grands thèmes, qui seront souvent récurrents, c'est-à-dire que par exemple, des thèmes comme régression sociale ou guerre hors limite, vous allez les retrouver très régulièrement. Mais il y en aura d'autres aussi qui vont apparaître. Puis certains mois, ces thèmes-là n'y seront pas, ça dépend de ce qui se passe un peu dans l'actualité. Et de suivre comme ça, de faire une continuité en essayant, à travers l'actualité, de détecter des signaux qui nous renseignent sur les tendances lourdes. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Je vous rappelle que si on prend la presse française aujourd'hui, en tout cas une grande partie de la presse française, l'actualité, c'est l'affaire Weinstein. Bon, attention, je désapprouve totalement les pratiques de M. Weinstein, c'est absolument dégueulasse, mais voilà, les vrais sujets, c'est État des Unis d'Amérique, eurodivergence, guerre hors limite, régression sociale, c'est ça l'important, c'est pas M. Weinstein. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo, à me faire des commentaires, à me faire savoir ce que vous pensez de la façon dont j'ai abordé le sujet, ce que vous voudriez voir évoqué éventuellement, comment vous voyez ces vidéos d'actualité. J'essaie d'en faire une par mois, en situant ça toujours plus ou moins vers le 10-15 de chaque mois. Voilà. Et je vous dis, alors attendez, avant de vous dire à bientôt, quand même, je vais vous annoncer la prochaine vidéo, j'ai failli oublier. Donc, on a fini la série de notes de lecture sur l'État islamique. Donc, je suis en train de préparer en ce moment la vidéo de synthèse sur l'État islamique, qui est assez labyrinthique, je dois dire. Donc, c'est un gros travail, c'est une grosse vidéo qui devrait sortir dans quelques semaines. Je n'exclus pas d'ailleurs de refaire quand même une ou deux petites vidéos sur l'État islamique avant, parce qu'au passage j'ai découvert aussi maintenant quelques livres complémentaires qui sont intéressants, enfin je vous passe les détails. Alors, disons qu'on a presque fini et que la vidéo de synthèse arrive pour dans bientôt. Et donc on va pouvoir se mettre sur la série de notes de lecture sur le racisme anti-blanc. Puis après on fera une vidéo de synthèse sur le racisme anti-blanc. Alors la prochaine note de lecture, c'est à propos du racisme anti-blanc, et c'est à propos de de l'état d'esprit des gens qui sont des blancs et qui ont peur du racisme anti-blanc. Et pour parler de cet état d'esprit, on va parler d'un roman, une fois n'est pas coutume, une fiction de Laurent Oberton, Guérilla. Ça c'est la prochaine note de lecture. Je vous annonce aussi celles qui suivront, comme ça on aura fait le tour. Il y aura La légende noire du ménage, qui est un ouvrage qui est sorti récemment et qui est pas mal. Alors, il n'est pas dans une série de notes de lecture précises, c'est juste qu'il est pas mal, j'ai envie d'en parler. Et puis, comme je suis régulièrement Jean-Claude Michéa, qui est une personne extrêmement intéressante, j'essaye de voir où il en est de son évolution. Donc on parlera de son dernier bébé, Notre ennemi le capital, de Jean-Claude Michéa, qui est pas mal. Voilà, et cette fois je vous dis vraiment à bientôt.